Au début des années 60, un tout jeune homme lançait une revue, qui aussitôt est célèbre, les Cahiers de Lerne. Dominique Deroux, son animateur, joue les enfants terribles. Franc-tireur, indépendant, il exerce un rôle certain de Pygmalion en littérature. Aujourd'hui, vous êtes sorti du rang, mais à vos débuts, vous avez fait comme tout le monde, vous avez écrit un roman d'amour. Au début, en effet, j'ai écrit un premier roman qui s'appelait Mademoiselle Anicet, mais je dois dire qu'auparavant, j'avais tenté déjà de créer une revue qui était la revue de Lerne, qui paraissait renéotypée et dont le seul abonné était Pierre Segers. C'était une revue underground. C'était une sorte de revue underground, sans argent bien entendu quand on a 20 ans ou 21, créée d'ailleurs avec des garçons qui se sont éparpillés, Ricardou, Solers lui-même qui est passé du côté de tel quel. Puis cette revue n'a pas eu de suite. J'ai donc publié ce roman d'amour en effet, et peu à peu, je reprenais l'idée, si vous voulez, d'une revue, et dans l'impossibilité financière de créer une revue, je songeais à ces Cahiers de Lerne. Pourquoi avez-vous changé de cap, passé d'Anicet à Lerne? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que d'abord, quand on est passionné par la littérature, qu'on a une vingtaine d'années, on veut se décharger sentimentalement d'un premier roman. Ensuite, comme j'ai toujours été préoccupé de littérature d'une manière globale, c'est-à-dire moi-même, bien entendu, en tant qu'écrivain, mais aussi une situation qui me préoccupait, cette situation d'après 1945. Oui, j'ai 38 ans, je viens d'avoir 38 ans, et à cette époque, j'étais donc très jeune, mais je me rendais compte qu'en France, il y avait une tradition qui m'exaspérait déjà, c'est-à-dire de ne pas faire attention à ses voisins, c'est-à-dire de considérer qu'il n'y avait que la littérature à Paris, dans un temps où Paris n'était déjà plus la capitale du monde sur le plan, disons, artistique. Donc, n'ayant pas d'argent pour créer une revue, qui est un budget puissant, il me fallait donc songer à mettre sur pied cette espèce d'idée encyclopédique que j'avais, de créer un ensemble, une série de grands dossiers, car nous sommes dans une époque de glose, de grands dossiers un peu encyclopédiques, mais assez partisans, où j'aurais fait ressortir des écrivains estompés pour des raisons idéologiques, car également nous sommes dans une époque d'idéologie, mais dont le talent m'apparaissait comme nécessaire à des gens qui aujourd'hui ont 20 ans et veulent écrire. Pourquoi ce titre, Lerne? Lerne est un serpent à qui on coupe la tête et les têtes repoussent. Eh bien, Lerne est un serpent à qui on coupe la tête, et on m'a plusieurs fois coupé la tête, et plusieurs fois ma tête a repoussé, Dieu merci. À propos de Lerne, vous avez inventé le L' et le H dans le dictionnaire, cela s'écrit autrement. Ça s'écrit L-E-R-N-E, mais j'ai surtout, disons, inventé le H, parce que le H, pour moi, est une lettre extrêmement belle, d'abord sur le plan de la typographie, car c'est cet H qui donne sa matière au cahier de Lerne, et le H est en même temps à quelque chose, si vous voulez, d'un départ. C'est le départ de quelque chose, la fin de quelque chose, première barre, départ de quelque chose, deuxième barre, trait d'union entre les deux. Vous tombez dans les totems de Philippe Solers, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle H. C'est ça, disons que... Mais je vous signale qu'avant de tomber dans les totems, ce serait plutôt Philippe Solers qui serait tombé dans les miens, moi-même étant tombé dans les totems de Rimbaud, chose que j'ai découvert récemment, car il y a un texte de Rimbaud qui s'appelle H. Vous avez ouvert votre collection avec un poète, avec René Guicadou. Pourquoi un poète? Si vous voulez, donc j'en reviens à cette idée, n'est-ce pas, cette grande idée des cahiers, cette grande idée que j'ai eue, un peu encyclopédique et ouverte sur l'étranger. Je me suis dit, nous vivons donc une époque d'idéologie, nous vivons donc une époque d'après-guerre, donc de vengeance de droite ou de gauche, donc de sclérose quand même, puisqu'on tait certains pour parler d'autres, car cela avait été fait en sens inverse en 40 pour les gens de gauche. Je me suis dit, nous vivons aussi une époque de scolastique, et nous vivons aussi une époque de journalisme. Entre la scolastique qui est la pointe aiguë de la pyramide, et le journalisme qui est la base, n'est-ce pas, avec le déferlement de l'information, il faut donc essayer de trouver un juste milieu, donc pourquoi ne pas commencer les Cahiers de Lerne sur un poète qui peut paraître aujourd'hui comme un bon poète, comme on dirait, qui est René Guicadou, et qui pour moi incarne une certaine poésie française, d'une certaine tradition française, et qui touche, si vous voulez, un grand nombre de gens. Parce que Cadou peut être lu dans le Maine-et-Loire ou à Aurillac, alors qu'il est plus difficilement lisible, disons, dans les beaux quartiers de Paris intellectuels.
Vous avez tout de suite échappé à la tentation des poètes d'aujourd'hui du seuil en continuant avec Bernanos. Alors, le Bernanos est un peu une coïncidence. J'étais très lié avec le fils aîné de Bernanos qui s'appelait Michel, qui a ensuite publié lui-même un roman, et j'étais très agacé par la manière dont Bernanos lui-même était envahi par les curés. Et je me suis dit, avec Michel, tâchons donc de faire un Bernanos ouvert sur le Brésil, et un Bernanos, n'est-ce pas, dont on vide le côté Abbé Pézeril, Bruyberger, et disons, toute cette camarilla de tenture cléricale. Ça a été donc la deuxième idée. Puis soudain, la véritable idée a été donc Céline. Céline, comme il ne faut pas l'oublier, était à l'époque complètement à l'écart à Meudon. C'était un homme rejeté. Il y avait une interview de l'Express, mais surtout, il y avait des tas de bruits qui couraient sur lui, qu'il avait collaboré pendant la guerre, qu'il avait parlé à la radio pour les Allemands. Le Seuil se chargeait d'ailleurs de répandre ce bruit. Plus que des bruits. Des bruits, mais enfin, disons que c'était dans l'air. Je dis bruit dans la mesure où il n'y avait pas de texte. Donc Céline m'apparaissait si important pour deux raisons que j'expliquerai brièvement. D'une part, son style, ce côté rupture dans l'écriture, et surtout la manière dont il terminait l'histoire. Nous sommes empêtrés d'histoire, et il mettait l'histoire en dérision, et y compris le fameux musée imaginaire de Malraux, que je trouve abject. Bien. Et à ce moment-là, il me fallait donc faire cette émission, cette enquête sur Céline. Et là, je suis passé, j'ai donc vu Céline, aperçu une fois Céline à Meudon, quelques jours avant sa mort, comme vraiment le notonnier de Dante, enfin un homme qui était dans la mort et qui vous parlait de l'au-delà. Et cette vision fugitive m'a frappé d'une manière étonnante, n'est-ce pas, quant au rôle de l'écrivain, c'est-à-dire un homme qui débarrassé de la vanité et débarrassé du paraître, qui est totalement dans son œuvre avec ses mots. Cette enquête a été irréfutable. J'ai montré que Céline avait eu une position extravagante dans les années 37, qu'en 40, il avait écrit 2-3 lettres dans la presse de la collaboration, absolument abracadabrant elle aussi, du genre je suis contre les Français au sud de la Loire, jetez-les à la mer, mais que le Céline véritable était celui qui avait accepté son destin ou l'avait peut-être provoqué pour, à mon avis, renouveler son œuvre, et au lieu de terminer à l'Académie française ou à Versailles, de nous avoir renouvelé la langue française à travers D'un château l'autre, Nord et Rigaudon, qui sont, je crois, quelque chose d'exceptionnel quant au rythme et à la phrase. Avec Borges, vous révélez aux Français un faux inconnu encore. Avec Borges, je révèle en effet aux Français un faux inconnu, dans la mesure où l'homme qui a beaucoup fait pour Borges avant moi, c'est Roger Caillois dans sa très belle collection hispanique aux éditions Gallimard. Je l'ai donc lu, j'ai rencontré Caillois et je me suis vraiment emballé aussi pour Borges, qui m'apparaissait dans cette littérature comparée qui me préoccupe tant, manière de recharger les formes de la littérature française et notre langage, qui m'apparaissait comme quelqu'un qui avait compris, lui aussi, que l'histoire était une chose qu'il fallait absorber et non plus traîner derrière soi. Vous avez rencontré Borges? Non seulement j'ai rencontré Borges, mais je suis celui qui les fait venir à Paris. J'ai fait venir cet homme à Paris avec Madame Borges mère, qui a aujourd'hui 96 ans et qui le suit partout. Et je crois que cet homme a été moitié aveugle. Ça a été pour lui quelque chose d'étonnant de se promener dans un Paris enfumé de brume qui était sa cécité. C'est un aveugle lucide. C'est un aveugle lucide et c'est quelqu'un qui lorsqu'il a été à Paris, a pu voir justement tous ces gens, toute cette littérature française dont il est plein, la littérature de Valéry Larbaud et la littérature aussi de Joyce, le Joyce de Paris. Ezra Pound, autre numéro des Cahiers de Lerne, autre solitaire. Alors là, Ezra Pound, je peux dire que, sans vouloir tirer la couverture à moi, que c'est moi qui l'ai vraiment révélé avec nos amis et avec quelqu'un, entre autres, comme Michel Beaujour. Pound, je l'ai découvert grâce au peintre Laubiès, qui s'était essayé dans une petite traduction de Pound. Et là, pour moi, la découverte a été extraordinaire. Cet homme m'est apparu et apparaît aujourd'hui en France, après nos travaux, comme étant celui qui touche le plus les jeunes générations de poètes, ayant fait évoluer la poésie italienne, ayant fait évoluer la poésie allemande, et ayant contaminé aussi dans son génie le Brésil et le monde entier. On est apparu, si vous voulez, comme l'homme
qui avait compris dans les années 30, années d'ailleurs où l'on peut dire que tout a été fait, tout ce que nous vivons aujourd'hui a été fait, il avait compris ce rêve de cette université privée que peut incarner un poète ou un grand écrivain, ce qu'il avait lui-même appelé les universités lorsqu'il était à Rome, et où Pound avait compris qu'il fallait absolument trancher à la hache dans nos classiques, trancher à la hache dans notre conception de la littérature, dans notre formalisme, dans notre académisme qui en France est quelque chose d'épouvantable. Et il avait tranché d'une manière impitoyable, il avait tranché avec son langage, à lui, une espèce de langage de creux et de bosse, ce qui fait que vous pouvez le lire, parce que je vous défie aujourd'hui de lire de la rhétorique à la Bossuet ou à la Robbe-Grillet, ce qui est la même chose. Il avait compris que notre sensibilité avait changé, que notre sensibilité était conditionnée par la rupture, les avions, les voyages, la rapidité, les feux rouges, les voitures, le dérangement et tout. Et Denis Roche, de tel quel, a admirablement fait une traduction des Cantos Pisans, et là nous nous sommes lancés à corps perdu dans ces deux énormes cahiers qui m'ont amené à Rapallo, où j'ai vu Pound régulièrement, à Brunenbourg, où il était, et enfin à sa première visite à Paris, où je l'ai fait venir dans cet appartement, où il a lu des poèmes et où il a revu Paris après 30 ans d'absence, lui qui avait été l'animateur, y compris du mouvement surréalisme, avec Aragon, lui qui avait tenu la main de Joyce, lui qui avait permis à Yeats de se renouveler, lui qui avait créé Hemingway, cet homme qui était un interdit de séjour moral en France pour des raisons de fascisme, soudain se retrouvait avec toute la presse sur le dos, et François qui l'interviewait chez lui et qui lui disait « Monsieur Pound, est-ce bien vrai que vous êtes ministre de l'Éducation nationale aux États-Unis » Comment vous expliquez le fascisme de Pound? Il a été enfermé après la guerre dans une cage. Le fascisme de Pound est simple. Pound avait compris d'une manière géniale qu'en 1935, et c'était un homme rapide qui n'avait pas de temps à perdre, que Paris n'était plus la capitale du monde. Il l'avait compris bien avant nous dans cette pièce. Et il s'était dit où aller. C'est un tournant, c'est une crise de civilisation qui n'est pas 68, qui est bien prévue avant. Et il s'est dit, dans sa haine, si vous voulez, du problème monétaire, et qui ne concernait absolument pas les Juifs, parce qu'il s'est attaqué à la banque protestante, à la banque américaine protestante, il s'est dit, et c'est là où tout poète déraille à un moment, l'Italie incarne avec Mussolini le socialisme, et en plus, moi, Pound, je suis un spécialiste de Cavalcanti, italien, de Dante, qu'il avait traduit pour les Américains, donc il se retrouvait dans un pays de connaissances, avec des idées, si vous voulez, sur l'économie, qui était à la fois celle de John Adams en Amérique, et celle du Démonarchia de Dante. Ce qui fait qu'en 1938, évidemment, ça tombait un peu à côté, dans une période de crise et de guerre. Il est donc reçu par Mussolini, à qui il apporte l'idée qu'il croyait étonnante de planter l'Italie de soja plante riche pour nourrir les Italiens et supprimer la pauvreté. Mussolini le reçoit, un peu étonné, et se dit, c'est un demi-fou, on va lui confier une émission à Radio Rome de musique, car Pound a composé un opéra qui s'appelle Villon, et il a été le précurseur en Europe et dans le monde de ce qu'on appelle la musique concrète, la musique moderne, ayant été celui qui a fait monter les pianos mécaniques de Georges Antheil à l'Odéon. Pound, à la fin de sa vie, n'était pas muet mais ne parlait pas. Il vous a parlé à vous, que vous a-t-il dit? À moi, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit une seule chose. En 68, après 68, lorsque je l'interrogeais sur les événements, et c'était très pénible d'être avec cet homme étonnant, qui ne parlait pas pour des raisons non pas de gâtisme, mais parce qu'il refusait de parler. Il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez des événements de 68? Et je fais une incise, c'était après un déjeuner que Michaud, le poète, m'avait demandé d'organiser. Et pendant tout ce déjeuner, Pound était furieux, n'est-ce pas, d'être regardé sous le nez par Henri Michaud, et il avait non seulement refusé de parler, mais il avait même refusé de manger. Et l'ayant pris un peu à côté, je lui avais dit, Ezra Pound, que pensez-vous de ces événements qui quand même nous touchent beaucoup? Et il était sorti de son mutisme, et il m'avait dit simplement, le grand Pan revient. Je ne veux pas passer en revue tous vos numéros, ce serait trop long, mais je voudrais pour terminer quand même évoquer Gombrowicz. Gombrowicz, Céline, Pound, faites le mélange, et quelque chose apparaît. Gombrowicz était un homme retiré, était un homme aussi solitaire que Pound, aussi refusé que Céline, vivante à Vence, émigrée pour des raisons de hasard à Buenos Aires, ayant vécu misérablement de sa plume, donc de rien, et nous ayant donné ces grands livres qui sont Ferdidurk, qui sont Cosmos, qui sont la pornographie, Journal. le journal,
qui sont même, je dirais, des entretiens que j'ai fait avec lui, qui sont importants parce que c'est un peu son testament. Et Gombrowicz, à travers un style difficilement rendu en français, puisqu'il écrivait en polonais, avait retrouvé cette espèce de simplicité chaotique, poundienne. Et en même temps, le message qu'il nous laisse, c'est dans une époque où l'écrivain est perpétuellement sollicité par la grande politique, les événements d'Israël, les événements du Chili, il dit « Revenez donc à vos problèmes privés. Ne tombez pas dans la paranoïa de vouloir prendre position, de vouloir défiler pour M. Allende dans la rue, de vouloir agiter des drapeaux pour Israël ou pour l'Égypte. Revenez à votre ego, revenez à vous-même, revenez à ce qui se défait en vous. Et à ce moment-là, vous serez beaucoup plus fort pour ensuite parler des problèmes du monde. » Et c'est là où Gombrowicz m'est apparu, si vous voulez, comme un personnage socratique, comme un personnage dialectique, comme un personnage de méfiance vis-à-vis des formes qui nous accaparent, vis-à-vis de la mise en condition aujourd'hui de l'individu, donc des groupes. Et pour en terminer avec Gombrowicz, cet homme que j'ai suivi pendant 2 ans, parce que j'allais le voir tous les 15 jours avance, dans cette immense solitude, dans cet immense désespoir ontologique, c'est-à-dire désespoir de l'être, un homme qui, en définitive, ayant une position, celle de Pound, le grand Pan revient, une position paganiste, païenne, se disant que l'autre côté n'est rien, essayer dans sa vie d'avoir une position, au contraire, une position exemplaire, d'avoir cet immense respect pour l'autre et pour l'homme. Gombrowicz, c'est surtout le défi à la culture, autrement dit l'immaturité. C'est le défi à la culture, c'est l'immaturité, et dans l'immaturité, il y a un mot qu'il me rappelait souvent et dont il parle souvent dans son œuvre, et qui est si important aujourd'hui, c'est le mot de faiblesse. Il dit qu'aujourd'hui, tout le monde veut apparaître aux autres sous son aspect le plus fort, sous son aspect de Superman, sous son aspect de non-problème, où on camoufle, n'est-ce pas, nos angoisses, nos tristesses, nos chagrins, et où on veut toujours dire des choses intelligentes. Et ça donne la scolastique, la pointe, n'est-ce pas, de la pyramide dont je vous parlais tout à l'heure. Et Gombrowicz dit, n'ayez pas peur de dire des bêtises. Montrez-vous sous votre jour le plus faible. C'est par là que vous serez beaucoup plus proches les uns des autres. Et cette leçon de Gombrowiczienne est bien plus importante que toutes les leçons politiques qu'on peut nous faire avaler toutes les couleuvres. Car il en revient au problème des individus, au problème des uns et des autres, c'est-à-dire changer le monde, ou changer notre nature humaine, c'est s'attaquer aux vieilles peaux de couleuvre que nous traînons depuis 1000 ans, c'est s'attaquer à cette histoire dont je vous parlais tout à l'heure, et dont un Malraux nous rabâche les oreilles, avec des musées, avec des tableaux, avec des Rubens. Et il dit, les problèmes sont intérieurs. Auscultons-nous, surveillons-nous, faisons attention à notre poumon, faisons attention à notre œil, faisons attention à nos mots. N'ayons pas peur de dire que nous ne connaissons pas, mais simplement sachons regarder une branche, une femme, une pierre, un homme. Je reviens à vous, Dominique Deroux. Vous êtes également entré en littérature à travers un journal, à travers Combat. Combat portait bien son nom avec vous? Je suis rentré à Combat parce que je crois qu'à Paris, quand on est en définitive personne, quand on n'est pas monsieur Pierre-Emmanuel ou Monsieur X ou Monsieur Perfit, on ne peut écrire nulle part. C'est un des problèmes parisiens qui n'existait pas d'ailleurs dans les années 30. Il y avait des feuilles de chou, il y avait des brûlots où n'importe qui pouvait apporter ses 5 lignes et être publié sans être quelqu'un, entre guillemets. Donc j'ai commencé à Combat par je ne sais plus quel article rapide comme ça sur un problème qui m'agaçait. Vous avez mordu des souverains, vous avez mordu le roi du Maroc, le Shah d'Iran. Oui, je me suis attaqué à comme ça, je peux avoir des phobies politiques. Je déteste, si vous voulez, ce qui représente pour moi la tyrannie, et dans la tyrannie, le lucre et le luxe dans des pays misérables. Vous êtes la tête de Turc de beaucoup, mais vous avez aussi vos têtes de Turc. Si je suis une tête de Turc, c'est que j'en ai aussi beaucoup. Mais comme vous le voyez, j'ai beaucoup attaqué de gens, j'en attaquerai encore, mais n'oubliez pas que j'ai surtout, si j'ai attaqué des gens, c'est pour débroussailler la forêt. Ce qui m'importe surtout, c'est quand même d'aider des écrivains à écrire, ou d'aider des écrivains à sortir. C'est un Gombrowicz de 60 ans dont j'ai
participer à la vie, à la mort, à la fin, mais c'est aussi un Pierre Guillotat qui a écrit son livre ici, un Jean Rista qui est chez Gallimard, un Mathieu Messager qui est à Lerne ou à Exil, cette future revue. C'est des tas de gens qui ensuite se sont brouillés avec moi parce que je refuse d'être un père. J'aime lire un premier manuscrit, j'aime dire j'aime ou je n'aime pas, voilà ce qui m'apparaît bon ou mauvais, c'est mon avis privé, mais ensuite je ne veux pas être cette espèce de père fouettard qui suit le jeune auteur, et tout jeune auteur, quand il est passé entre les mains de quelqu'un d'un peu plus âgé, ou disons d'un peu plus intéressé aux autres, en veut toujours à celui qui l'a aidé au départ. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu d'ambiguïté dans ce comportement? Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, Paulan vous aimez bien, Paulan, l'homme ambigu par excellence. Paulan m'aimait bien, et Paulan, je dois reconnaître, m'a beaucoup aidé dans mes débuts. Paulan est un homme, justement, qui, lorsque j'étais absolument inconnu, a prêté attention à quelques pages, a prêté attention à ses premiers travaux, a prêté attention à ses premiers textes, et il a été d'une parfaite gentillesse, et je dirais même, chose très rare, d'une parfaite ponctualité. C'était un homme qui répondait aux lettres. Oui, un jour, il vous a répondu « Où nous menez-vous, Dominique de Roux ?» Je crois C'était une crainte. C'était une crainte dans la mesure où il avait quand même compris bien avant moi que nous étions dans un changement de forme et qu'on ne pouvait plus continuer éternellement à ressasser la vieille scolastique contre laquelle un Rabelais ou un Céline se sont emportés. Je reviens à vos bêtes noires. Vous m'en donnez une ou deux? Mes bêtes noires, une de mes bêtes noires, si vous voulez, c'est peut-être la France d'aujourd'hui, que je trouve épaisse, que je trouve défigurée. Non pas du tout que je cherche une France héroïque, parce que une de mes bêtes noires est Jeanne d'Arc. Mais sur le plan littéraire, j'aborde par exemple Michel Butor, que je trouve absolument rien. Un phraseur habile, qui nous répétera tout un professeur déchaîné. J'ai horreur de tel quel, bien que je pense qu'un homme comme Solers c'est du talent, mais pour moi Solers c'est François Mauriac. Et pourquoi François Mauriac ne voulait pas écrire sur le matérialisme? Parce que ça devient grotesque. Donc je dis, tel quel est une entreprise de mise en vedette de Philippe Solers au détriment de son équipe, d'où la rupture de Denis Roche. Ce qui m'intéresse, c'est le talent des autres dans une vie que nous vivons, que nous serons les seuls à vivre, un instant qui nous est donné, et il est important d'aider les gens à trouver cette forme, à les aider à cette forme, et non pas à les bloquer pour se mettre soi-même en vedette. Vous n'allez pas suivre les cours de Jacques Lacan? J'ai une certaine admiration pour Jacques Lacan, je vous dois le reconnaître. Non pas que j'irai suivre les cours de Jacques Lacan, parce que lire ses livres me suffit, et le cirque, je peux le trouver chez d'autres personnes, mais Jacques Lacan est un homme qui a compris les trous et les creux du langage. Et Jacques Lacan est un homme qui peut être lu aujourd'hui, parce qu'il apporte à la littérature, si vous voulez, comme un journaliste comme Bodard, dont on ne parle pas, ou comme un mauvais romancier, dans ses livres sur l'Indochine, apportait à une vision du grand journaliste, c'est-à-dire du très grand reportage, nous faire revivre ce qu'il avait peut-être imaginé et peut-être vécu. Vous me parliez de la France d'aujourd'hui. Vous boudez la démocratie, vous la narguez, vous l'appelez démocrassouille. J'exagère? Non, ou c'est vous qui exagérez? Je ne suis pas du tout un homme politique, mais si vous voulez, je pense qu'il est indispensable de changer les formes. Vous comprenez, je ne vais pas m'en prendre à un président de la République ou à un Premier ministre, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Je dis simplement que sur le plan culturel, par exemple, Malraux s'est payé de très belles phrases pour augmenter la statue Malraux, pour augmenter les gloses sur Malraux, mais qu'est-ce qu'il nous a apporté? Je n'irai pas faire de la basse polémique en disant qu'il a reblanchi les façades, mais qu'est-ce qu'il nous a apporté sur le plan de son musée imaginaire? On s'en fout de son musée imaginaire. Ce qui nous importe, c'est notre vie, c'est les rapports des uns avec les autres, c'est cette hiérarchie qui continue à exister, cette pose de certains, ce qui fait que par moments je suis mieux en Afrique, car dans les pays pauvres, ou dans les pays où l'argent n'est pas la représentation de l'intelligence, eh bien les rapports humains sont beaucoup plus réels, beaucoup plus normaux. On va beaucoup plus loin. Est-ce que vous ne faites pas un peu figure de redresseur de tort? Je ne cherche pas à faire figure de redresseur de tort. J'essaie de m'exprimer en tant qu'homme privé. Je ne cherche pas à être un prophète, je ne cherche pas à être un prêtre dans une chaire. J'exprime mon opinion privée. On peut très bien la combattre, dire que je suis un crétin. Et très bien, je dis, bon, vous considérez que je suis un crétin, et puis voilà. Mais je continue à exprimer mon opinion privée pour certains, et en même temps pour moi-même, car l'exprimant, disons que je me découvre moi-même. Vous êtes à la fois, je résume, aimé et détesté à droite et à gauche.
C'est ça le juste milieu? Oui, je pense que la gauche me déteste pour mes ambiguïtés, et la droite me déteste pour de bonnes raisons, parce que, en définitive, je déteste un certain esprit de droite, autant que Bernanos pouvait détester les évêques en blanc et les miliciens. Vous avez un état de fureur permanent. Disons que j'ai un état, pas de fureur, disons, de passion. Je suis passionné, et c'est pour ça que l'entreprise de Lerne elle-même m'étant apparue comme quelque chose guetté quelquefois par l'académisme. Je vais révéler un poète autrichien très important qui s'appelle Krauss, Karl Krauss, qui a lutté contre Hitler avec un tout petit livre, une toute petite revue qui s'appelait Die Fackel, le flambeau. Eh bien, c'est là où je me suis dit, il faut que je crée une revue. Et j'ai appelé cette revue Exil, c'est-à-dire distance. Je n'ai plus rien à faire à Paris. Vous êtes aristocrate, vous portez la particule. Que pensez-vous des gens dits bien nés? Bon, il se trouve que j'ai une particule, qu'en effet, je suis d'une aristocratie de province, mais je pense que l'aristocratie n'est absolument pas une supériorité, pas plus que rien. Je pense que le tempérament aristocratique qui peut être chez n'importe qui, chez tout le monde, c'est en définitive, pour moi, la définition juste de l'aristocratie, qui n'est pas une définition d'être bien né, c'est d'être à l'aise partout, et pauvre ou riche, de ne pas être imposeur et de ne pas être désespéré. Vous dites la gauche ne sera jamais forte que des abdications de la droite. Qu'entendez-vous par là? Parce que les problèmes aujourd'hui ne se situent plus au niveau de la gauche et de la droite, elles se situent au niveau d'un changement de la société en profondeur, elles se situent au niveau d'un changement des rapports humains que 68 avait compris, mais 68 a été manipulé par l'université et 68 a été retourné au profit, si vous voulez, des nouvelles gloires, des nouveaux antiquaires, Michel Foucault, Deleuze, l'anti-Oedipe, et toutes les arlequinades à la parisienne qui se poursuivront éternellement. Le fait de critiquer les arlequinades, n'est-ce pas en faire aussi des arlequinades? N'est-ce pas une vie sans fin, une pollution? C'est pas une pollution, je pense que je me suis peut-être cousu sur le dos l'habit bariolé du clown ou de l'arlequin, mais n'oubliez pas que de la main gauche ou de la main droite, j'agite les livres qui sont importants, je publie les textes des autres, je ne fais pas uniquement quelque chose de négatif, je nie pour dire voici, car dans toute vie il y a un choix à faire. Vous allez partir pour Genève, vous voulez y fonder une revue qui s'appelle Exil, qui est à son numéro 0. Exil, c'est une fuite, c'est une capitulation? Non, absolument pas. Exil est un titre que j'ai choisi dans le sens de distance, c'est-à-dire l'exil intérieur, la distance vis-à-vis de ce qui nous encombre. Je me suis dit, j'ai trop fait de parisianisme, je suis à un tournant de mon existence moi-même, où je veux m'éloigner un peu d'édition pour écrire un peu plus, et pour faire cette revue, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus léger, un chevaux léger, et à Paris, ça sera éternellement la même chose. Je serai moi-même pris dans cette arlequinade dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire trop vouloir me mêler de la vie présente, immédiate. Donc, allons à Genève, où j'y ai installé la société, car il faut une société, et à partir de là, j'aurai plus de distance dans un pays que j'aime énormément, comme j'aime la Belgique, c'est-à-dire dans des pays qui sont sur les limes de la francophonie, et où, à mon avis, le langage se recharge. Je me recharge beaucoup mieux du langage français en écoutant parler un Genevois, ou éventuellement un Bruxellois, j'y vais moins, que d'écouter parler dans la rue ici à Paris les uns et les autres qui tous parlent comme l'Express. Mais malgré tout, vous serez quand même au centre de toutes les informations. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un sophisme dans ce raisonnement? Il n'y a pas de sophisme. Dans cette revue que nous avons créée, je voudrais surtout en faire une entreprise très modeste, puisqu'elle ne tirera pas plus de 4000, de démentir, de démystification, de retour aux sources. Je publie un texte de Pound, par exemple, je publie un texte d'Abellio sur Trotsky, alors qu'en général, ce sont toujours d'autres personnes qui parlent de Trotsky. Je voudrais simplement essayer de définir une ligne que chacun prendra ou ne prendra pas, je n'impose rien à personne, de ce fameux langage qui doit être aujourd'hui fait de simplicité, avec de temps en temps une rupture, une bosse, parce que ni vous ni moi, nous pouvons aller patiner en chaussures à talons dans les salons de Versailles, qui est quand même une tradition française. Langage, texte, texte, langage. Vous estimez que les mots sont les seuls leviers possibles de la révolution? Je pense d'abord que la révolution est un mot dont il faut avoir une extrême méfiance. Je dirais plutôt évolution, je dirais plutôt méfiance encore vis-à-vis de révolution. Donc il faut que les mots aujourd'hui retrouvent leur sens, c'est-à-dire qu'un verre de vin redevienne un verre de vin et non pas une montagne de papier. Et malgré tout, le mot et l'action, lequel choisissez-vous? Je pense que
on peut trouver une confluence entre le mot et l'action à partir du moment où on utilise le mot à bon escient et où le mot est un raccourci, où le mot est quelque chose de ce que Pound appelait condensé, en latin condensare, la condensation, le mot fort, le petit mot, mais ce petit mot qui change les choses. Si je vous demande comme dernière question, Dominique Deroux, si vous êtes sincère, est-ce que c'est un mot utilisé à bon escient? Oui, je pense qu'il y a des mots comme sincère, il y a des mots comme amour, il y a des mots comme amitié, ou il y a des mots plus sentimentaux encore, pour lesquels il faut absolument ne pas avoir peur. Et là, j'en reviens à Gombrowicz, à mon cher Gombrowicz, c'est-à-dire il ne faut pas avoir peur de ses faiblesses. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que vous êtes sincère? Je suis absolument sincère et je le prouve par l'action, c'est-à-dire de révéler des textes ou d'écrire moi-même, d'essayer d'écrire dans le sens, si vous voulez, disons pas de la sincérité, mais disons de la vérité à travers la sincérité, c'est-à-dire d'essayer de toucher à une réalité qui vous concerne comme elle me concerne ou comme elle nous concerne, c'est-à-dire la vie présente de 1973, aujourd'hui 8 octobre.